Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale Monaco-Metz, la deuxième du coup, puisqu'on les rencontre une nouvelle fois, et cette fois-ci ce sera en Coupe de France après une première victoire 4-0 du coup en championnat il y a à peine 3 jours de ça. Cette fois-ci du coup c'est les huitièmes de finale et le hasard a fait qu'on rencontre exactement la même équipe qu'en championnat, chose plutôt rare, même si c'est arrivé pas plus tard que l'année dernière. Si vous vous rappelez bien, c'était contre Lille, on les avait rencontrés en Coupe de la Ligue. On avait perdu 3-0 le premier match, puis ensuite il y avait eu le match de Ligue 1. Et avec cette victoire, du coup, 5-1. Voilà. Comme quoi, ça ne veut rien dire des fois. Les deux matchs à la suite, c'est pas parce que le premier match a été très facile ou très compliqué que le deuxième le sera tout autant. On a certes gagné 4-0, mais c'est pas pour autant qu'on va se balader contre eux en Coupe de France. C'est des groupes et des compositions qui sont complètement différentes. C'est des objectifs qui sont différents aussi. Alors attention au match piège. Pas se faire prendre contre cette équipe de Metz, ce serait un peu dommage. Voilà, tout de suite on va commencer par regarder ce programme des huitièmes de finale qui a déjà commencé il y a quelques semaines de ça, vu que le PSG joue en Ligue des Champions, le match avait été décalé. Le choc, puisque c'est les deux premières équipes de Ligue 1 qui jouaient l'une contre l'autre, le PSG recevait le LOSC. Et du coup c'est une victoire sans appel 3-0 pour le PSG qui se qualifiait directement pour les quarts de finale. Lille depuis s'est bien rattrapé vu qu'ils sont allés gagner au parc ce week-end pour nous faire plaisir, pour essayer d'avoir un peu plus de marge pour les récupérer des points sur le PSG. Si on regarde le reste du programme, donc c'est Monaco qui ouvre la suite des matchs en jouant cet après-midi à une heure un peu étrange de 18h45. On peut le regarder sur tous les matchs, ils sont tous à des horaires un peu étranges, il n'y en a aucun en soirée. J'avoue que je ne comprends pas pourquoi on a des horaires comme ça. C'est quand même dommage d'avoir des matchs en semaine et de ne pas les mettre du coup à des horaires classiques. Plutôt que de nous les mettre en fin d'après-midi où on ne peut pas les regarder parce qu'on est soit au boulot soit sur le trajet. Bon, enfin bon, c'est encore une chose assez incompréhensible sur les horaires que j'ai un peu du mal à comprendre. Si on regarde bien aussi sur ce programme des huitièmes de finale, c'est le seul autre choc de Ligue 1 malheureusement. C'est tombé un peu sur nous. On rencontre du coup le FC Metz et toutes les autres équipes rencontrent des clubs même pas de Ligue 2. Toulouse rencontre eux aussi un club de national. Voilà, tous les autres clubs de Ligue 1 vont rencontrer des clubs de national. Donc on peut s'attendre du coup à un plateau assez relevé en quart de finale. Alors, il y aura toujours forcément quelques surprises, hein. Ça arrive souvent que des petits clubs fassent tomber les gros. En tout cas, voilà, on peut voir que parmi les clubs qui sont encore qualifiés, vraiment, pour moi, qui sont vraiment très dangereux, c'est l'OL et c'est le PSG forcément qui est déjà qualifié en plus et qui est une équipe en coupe est quand même assez forte. Et ces dernières années, on a raflé pas mal. Mais si c'est cette année, à mon avis, où il faut essayer de faire quelque chose, parce que l'OL, je pense qu'ils sont assez prenables cette année, mais surtout le PSG sont beaucoup moins sereins cette année. Si on regarde bien contre les équipes du top 6, c'est seulement deux victoires, une à Lyon, une à Marseille, un match nul à Lille. Et sinon, c'est 6 défaites et tout à domicile en plus. Le seul match qu'il leur reste à faire, c'est la réception de Lens. Sinon, voilà, ils ont vraiment perdu contre toutes les grosses équipes. Tous les gros matchs qu'ils ont eu en championnat, ils les ont perdus. Donc, je pense que ce PSG-là est prenable cette année. Donc, si on pouvait aller faire un coup pour les 30 ans de notre dernière Coupe de France qu'on a gagnée, ce serait assez intéressant. Mais pour ça, ça passe forcément déjà par une victoire contre Metz ce soir. Le parcours de Metz, c'est une victoire 1-2 à Amiens, suivi du coup d'une victoire 4-0 à Valenciennes. Là où Monaco, je le rappelle, s'est imposé à Grenoble sur le score de 0-1 et est allé gagner 2-0 à Nice lors du derby. Donc voilà, un tirage qui n'a pas été très simple pour Monaco. J'espère qu'il sera un peu plus favorable quand même sur les prochains tours si on passe bien sûr. Tout de suite, on peut regarder le groupe de l'AS Monaco. Groupe avec peu de changements, forcément, puisque Kovac tourne quand même essentiellement avec un groupe de 24-25 joueurs. Donc, forcément, sur un groupe de 20, c'est à peu près toujours les mêmes qu'on retrouve. Comparé au match d'il y a 3 jours, les seules modifications, c'est l'échange entre Mannonnet et Lecomte. Forcément, on est sur un match de coupe et du coup, c'est les gardiens remplaçants qui vont œuvrer. Et l'autre changement, c'est le retour de Chouameni. Très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est vraiment en forme et qu'il est apte en tout cas à jouer et qui prend la place du coup de Florentino, qui avait été pourtant écarté pendant très très longtemps, qui était retrouvé le groupe, forcément avec l'absence de Chouameni, et qui avait raté quelques minutes, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué aussi, c'était assez surprenant, je me suis dit peut-être que c'était pour lui donner du temps de jeu en vue de la Coupe de France, et non, il est même pas dans le groupe. Parmi les absences, du coup, on peut toujours noter celles de Aguilar et de Diop, qui sont à mon avis absents uniquement pour ce match-ci. On devrait les retrouver ce week-end contre Dijon. Diop, blessure du coup à la main, opération à la malléole, du coup devrait être encore absent. Et quant à Aguilar, c'est forcément s'il a contracté la Covid. Il devrait être de retour, on a vu, contre Dijon.
Autre blessé, bien sûr, Goebbels qui est blessé depuis un bon petit moment. Sinon, on a retrouvé tout le monde dans ce groupe-là. Côté suspension, à noter qu'il n'y a plus de joueurs actuellement qui est sous la menace. Badiachil, du coup, sur le match de Ligue 1, a été sur son 10e match. Il n'a pas eu de carton jaune, donc forcément, maintenant, il est beaucoup plus tranquille. Et en tout cas, voilà, on peut être serein sur ce match-là. Le groupe de l'adversaire, là aussi, pas énormément de changements. Les changements sont 100% anciens monégasques, on pourrait même dire, parce que du coup, c'est le gardien, Caillard, qui du coup sort pour laisser la place du coup au retour de Okinja, le gardien qui avait été suspendu du coup pendant 4 matchs suite à ces mots qu'il a pu avoir avec l'arbitrage à la suite de la défaite à Angers. Il va retrouver du coup la compétition. Et autre changement, c'est Endoram qui n'avait pas du tout joué de la saison, qui avait fait sa réapparition dans le groupe et qui avait même joué. Du coup, rechute, à nouveau absence, et du coup, c'est Maziz qui prend sa place dans le groupe. Parmi les absences, du coup, on trouve exactement les mêmes joueurs qui étaient blessés, hein, comme j'ai annoncé il y a 3 jours dans ma vidéo d'avant-match. De toute façon, il y a beaucoup de choses que je vais répéter, forcément, vu qu'on a exactement les mêmes matchs. Nian, le buteur, qui avait marqué 6 buts en 6 matchs, est forcément absent avec sa blessure très très lourde au ligament croisé. Ngat est toujours en reprise, de toute façon, il n'avait pas été dans le groupe pour venir en principauté, donc il n'y est toujours pas forcément. On peut rajouter bien sûr l'absence du capitaine, oui, carton rouge sur ce week-end, donc forcément c'est assez bénéfique pour nous. Voilà. Sinon, on retrouve exactement les mêmes joueurs aussi absents. Pajot aussi est toujours en reprise. Concernant les statistiques, hop, je vais afficher les statistiques de Monaco, ce serait un petit peu mieux. Voilà, j'y arrive. Concernant les statistiques de Monaco, donc voilà, c'est les statistiques de Ligue 1 forcément que j'ai remis à jour moi-même pour avoir le match de Metz en plus. Donc voilà, vous pouvez le voir qu'on est monté enfin sur le podium, ça fait très très plaisir. Monaco est la meilleure équipe du championnat à domicile. Je le disais il y a 3 jours, on est à égalité avec Lille. Et forcément avec cette victoire en plus, ça nous fait passer clairement à la première place. 10 victoires, 5 matchs nuls, une seule défaite contre Lens, on s'en rappelle bien. Donc vraiment une citadelle imprenable. Offensivement, c'est 2,3 buts inscrits, on est la meilleure attaque à domicile. Et en défense, forcément, on rajoute un clean sheet en plus, ça fait 1,1 but seulement encaissé par match. On est la 5e défense du championnat à domicile. Donc vraiment des statistiques largement en notre faveur sur ce match-là. Forcément, on enchaîne vraiment une superbe saison. On est actuellement sur une défaite en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Ce serait bien de continuer et de ne pas se faire sortir tout de suite de la Coupe de France. Sur les 8 derniers matchs à domicile, du coup, il n'y a aucune défaite aussi. Il faut vraiment remonter à cette défaite à Lens, même s'il y a 3 matchs nuls qui sont un peu regrettables. On reste quand même sur une très très bonne série à domicile. On peut le voir qu'on a eu 2 matchs où ça a été compliqué offensivement contre Lille et Strasbourg pour mettre des buts. Depuis, on s'est quand même bien rattrapé. C'est 2 fois 4-0. Vraiment des scores sans appel. On peut noter aussi le nombre de clean sheets qui est complètement affolant cette saison. On les enchaîne. On en a 6 clean sheets en 7 matchs, toutes compétitions confondues. Alors vraiment une défense imperméable. Il n'y a vraiment rien qui passe. Et pas forcément que de notre gardien, parce que je trouve que le compte certes nous fait maintenant des bons petits arrêts, il a retrouvé de la confiance, ça c'est très très bon pour la suite de la saison, mais c'est surtout nos défenseurs qui vraiment laissent très très peu de ballons passer. On en parlait tout à l'heure quand on regardera les stats générales, vraiment très très dur pour nos adversaires d'avoir ne serait-ce que des occasions dans le match. Maintenant, si on regarde de plus près du coup les statistiques de nos adversaires, forcément c'est un peu moins bien qu'il y a 3 jours vu qu'ils ont pris 3 buts. Du coup, ils ont chuté à la 8e place en déplacement sur un bilan beaucoup plus mitigé, avec 6 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Là où j'étais sur une belle série d'une seule défaite en 8 déplacements, forcément, ils en ont rajouté une belle avec cette défaite contre Monaco. Offensivement, c'est 1,2 but et aussi défensivement, c'est 1,2 but en extérieur. Donc ça fait la 10e attaque et la 7e défense. Donc voilà, une équipe plutôt middle. Qui reste forcément sur une mauvaise série où ils ont seulement perdu les 3 derniers matchs. Ils n'ont pas gagné, je vais arriver à le dire, les 3 derniers matchs. Une seule victoire si on étant même sur les 5 derniers matchs. Assez compliqué. Sur les 3 derniers matchs, il y a 9 buts encaissés surtout. Donc même certes, il n'y a pas leur gardien titulaire et que c'était Caillard qui était dans les cages. Mais ça n'explique pas tout. Il n'y a pas que le gardien qui fait des bons, sachant qu'il a fait pas mal d'arrêts sur ces matchs-là, Kaya. Donc ça vient aussi surtout d'une défense qui a du mal en ce moment. Donc à nous de continuer à en profiter. Surtout qu'elle va être un petit peu remaniée, forcément avec la suspension. Donc voilà, à profiter des errements qu'ils ont à l'heure actuelle. Maintenant, si on regarde les statistiques générales entre les deux équipes,
Forcément, quand on rajoute ce 4-0, les stats sont encore plus en faveur de l'AS Monaco. On est toujours la cinquième meilleure attaque au niveau du nombre de tirs qu'on fait par match. Là où Metz est 8ème. En tir concédé, cette fois avec un nouveau clean sheet, on est redevenu l'équipe qui laisse le moins passer de ballon. Premier au nombre de tirs concédés par match. Vraiment un total très très faible, 8,7, c'est vraiment très faible. Et si on regarde sur les 4 derniers matchs, donc depuis cette défaite à Strasbourg, c'est moins de 7 tirs par match que l'adversaire a et seulement 2 tirs cadrés. Donc forcément, ça aide forcément pour nos gardiens à enchaîner des clean sheets avec seulement 2 arrêts à faire par match. Si on regarde au niveau de la possession, Monaco c'est la 5e possession à domicile, là où Metz est la 20e, et au nombre de passes c'est quasiment la même. Monaco est 4e du championnat, là où Metz est la dernière équipe encore une fois. On le sait très bien, Metz est une équipe qui va procéder en contre-attaque, va jouer avec un bloc défensif de 5 défenseurs, et essayer de nous prendre du coup en contre, là où Monaco est une équipe qui a besoin du ballon et qui joue avec la possession, qui fait énormément circuler. Donc on va retrouver vraiment un schéma classique pour ces deux équipes-là, et on va se retrouver forcément dans la même chose qu'on a pu voir en championnat. Maintenant, si on passe sur l'historique des deux équipes, forcément avec cette victoire 4-0, ça fait encore plus plaisir. Depuis qu'on est revenu en Ligue 1, ça fait du coup 8 victoires sur les 10 rencontres. On se rappellera par contre, la défaite elle est en Coupe de France en 2018-2019 comme vous pouvez le voir. J'ai retrouvé du coup les derniers matchs qu'on a pu avoir en Coupe de France contre cette équipe de Metz en remontant jusqu'aux années 80. Du coup c'est 2 défaites dont une en finale qui fait un petit peu mal. Et sinon en 2003-2004 cette victoire 2-0. Pas énormément de matchs, mais plus en faveur en tout cas du FC Metz pour l'instant. Donc à nous de égaliser, ce serait pas plus mal. Sur l'historique général, c'est plutôt en notre faveur, 47% de victoire pour Monaco. Et à domicile, comme je le disais il y a 3 jours, c'est ultra favorable. 69% de victoire, seulement 4 défaites contre eux. Je le disais, ce serait bien de ne pas en faire une 5e. Je le redis, ce serait bien de ne pas se faire éliminer et de rajouter une 5e défaite. On est sur une très très belle série du coup, qui doit être portée à 12 matchs à domicile où on ne perd pas contre eux. Ce serait bien d'enchaîner. Les compos des médias que sortent l'équipe et Nice matin. Du coup, côté Monégas, il y a 4 différences entre les deux compos qui sont sortis. La première, c'est Sidibé ou Matsima sur ce poste de 3e défenseur latéral droit. De l'autre côté, étrangement, du coup, on retrouve un on retrouve un Enrique dans l'équipe et pas un Balou Touré comme on pourrait quand même s'attendre. Après, c'est offensivement Golovin ou Fabregas et Jovetic ou Ben Yedder. Là, c'est assez surprenant parce que je vois mal Jovetic enchaîner une nouvelle titularisation à la place de Ben Yedder. Je ne dis pas que les deux ne pourraient pas jouer ensemble parce qu'il est en forme le Monténégrin, mais je trouve ça étrange de ne pas avoir un Ben Yedder titulaire. Sachant qu'il n'est pas blessé, il n'est pas ultra fatigué. Il a été remplaçant sur les 2 derniers matchs de championnat. Pour moi, c'est bon, c'est quand même le moment de lui remettre une titularisation sur ce match aussi. Côté Messin, pas beaucoup d'écart entre les deux compos. On retrouve au milieu de terrain soit Maïga, soit Sarr, donc, qui était titulaire ce week-end. Donc un des deux devrait être titulaire. Les deux médias ne savent pas forcément lequel c'est. Et ensuite, c'est en attaque. Il y a une différence du coup entre Wagner et Ambrose pour être dans les deux attaquants. Si on regarde de plus près, par contre, la compo Messine vis-à-vis de ce qui a été joué ce week-end. Par contre, c'est vraiment beaucoup de changements. Puis les deux médias annoncent 8 changements différents. On retrouve finalement que Kouyaté en défense centrale, Bol qui va du coup descendre, Udol, pardon. Je dis Bol, voilà. Udol du coup qui va redescendre d'un cran pour être en défense centrale dans la défense à 3. Et forcément, du coup, Oussa ou Maïga, les deux médias ne sont pas d'accord, mais c'est les seuls joueurs, sinon une énorme rotation. Donc même le poste de gardien, forcément, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est absolument pas la même équipe qui va jouer. Après, est-ce que l'FC Metz a une profondeur de banc qui va lui suffire pour aller du coup chercher à Monaco, même pas B, j'irai à prime, parce que du coup là on joue quasiment avec que des titulaires, pas énormément de rotation sur ce que propose Kovac. J'en doute quand même fortement. Certes, c'est une belle équipe qui a fait des bons résultats. Ils sont beaucoup moins bien en ce moment. Et si en plus ils font une grosse rotation, je suis pas sûr du coup qu'ils arrivent à faire quelque chose. Enfin, je l'espère en tout cas. Sinon, dans les joueurs qu'on retrouve, du coup, il y a Diatta qui est annoncé titulaire à la place du coup d'un Gelson Martins qui aurait pu être annoncé par les médias vu qu'il a fait son retour en championnat. Côté de l'arbitrage, cette fois-ci je me suis pas planté sur son nom, j'ai bien écrit que c'était Jérémy Pignard, du coup, qui est l'arbitre qui nous a arbitré que 2 fois, puisque du coup c'est assez récent qu'il arbitre en Ligue 1.
Son premier match était contre Strasbourg, on s'en rappelle assez fortement, puisqu'on avait fini ce match-là à 9 seulement, avec le carton rouge certes de 10 à 6 sur une erreur de dernier défenseur qui était tout à fait normale, mais aussi surtout sur Tchouaméni qui avait eu 2 jaunes, dont le deuxième pour une semelle parce qu'il avait glissé sur le ballon et venu taper le défenseur adverse, qui était assez regrettable. Voilà, une très mauvaise note pour lui sur ce match-là. Le second match contre Brest, rien de particulier à dire, il est plutôt bien noté par les médias. Donc voilà, donc logiquement on devrait s'attendre quand même à un arbitre qui est plutôt bon sur les derniers matchs, donc pas de choses particulières à noter comme sur le match précédent. Concernant mes pronostics, du coup moi je suis parti sur une victoire 2-0 de l'Est Monaco. Je m'excuse avec mon dé, mais du coup les allergies au pollen c'est assez compliqué en ce moment. Victoire 2-0, voilà, je vais pas pousser à faire du 3-4-0, je m'attends à un match où Metz du coup va beaucoup plus défendre, va être beaucoup plus vigilant après un match très compliqué qu'ils ont subi. Ils vont être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus jouer en contre-attaque. J'ai trouvé qu'ils ont beaucoup joué avec une possession de balle sur le début de match. J'ai vu que la première demi-heure, donc j'ai un peu du mal à analyser la suite. Mais sur le début de match, je les ai trouvés beaucoup plus joueurs, beaucoup plus hauts. Étrangement, c'est pourtant sur cette mi-temps-là qu'ils sont plus forts que sur la suite. Donc voilà, 2-0, ça me semble un peu plus logique. On fait aussi tourner nous. Côté 11, forcément, je pars avec Majeki dans les cages. Ça paraît logique, c'est lui qui est le gardien remplaçant et qui est annoncé pour le match de coupe. De toute façon, le compte n'est même pas là, donc la question ne se pose pas. En défense centrale, pas mal choisissent de mettre Matsima. C'est possible forcément qu'il soit à la place de Sidibé pour faire souffler Sidibé. Après, Sidibé avait déjà joué aussi en Coupe de France contre Nice. En l'absence d'Aguilar, je trouve que c'est vraiment le meilleur joueur qui a la capacité de faire ce double poste, même si Matsima peut le faire aussi, mais voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de risque pris de ce côté-ci. Je choisis de choisir Dissassi qui revient vraiment très très bien plutôt que Maripane. Le retour de Badiachil, forcément, on va pas le mettre out pendant 2 matchs. Je choisis de mettre Diatta titulaire, il avait été aussi titulaire en Coupe de France contre Nice. Je pense qu'on va attendre un petit peu pour Gelson, lui laisser du temps pour entrer en cours de jeu plutôt que de le mettre tout de suite titulaire et de le baisser. De l'autre côté, je choisis forcément Ballo Touré, c'est la rotation classique. Là aussi, en Coupe de France, il avait joué de mémoire, j'ai pas vérifié, mais il me semble que oui. C'est assez logique de faire souffler Enrique. Le milieu de terrain, je repars sur les deux mêmes qui ont très très bien marché. De toute façon, Matazo est en conférence, donc on peut attendre, même si on a eu des surprises cette année, attention, on peut attendre qu'il soit titulaire. À côté Fofana, parce que je ne pense pas que Chouameni que Chouameni va être retitulaire tout de suite. Il sort comme d'une blessure qui nous a fait très peur. Autant le relancer petit à petit. On n'a pas forcément besoin de lui sur ce match-ci. Même pour on va dire qu'on Dijon, c'est pas non plus une urgence de l'avoir titulaire. Donc voilà, autant le préserver et ne pas non plus prendre de risques tout de suite sur lui. Devant, c'est là du coup qu'il y a des choix à faire pour moi. Bon, Ben Yedder paraît logique de mettre sur le banc, ça paraît pas logique de ne pas le mettre titulaire. Je fais le choix du coup de laisser Kevin Volland, parce que pour moi c'est vraiment une pièce maîtresse de Kovac, il ne le fait quasiment jamais tourner, très peu mis au repos, pas appelé en sélection donc il a pu se reposer. C'est un joueur qui est même titulaire tout le temps, il sort très très rarement ces temps-ci. C'est surtout en début de saison où du coup il était souvent sorti, ce qui avait du mal à reprendre le rythme, mais depuis il est constamment titulaire. Contre Nice aussi il avait été titulaire, donc voilà, je vais partir sur lui plutôt que sur un Jovetic qui est pourtant en forme en ce moment. Et de l'autre côté, comme contre Nice, je vais choisir plutôt Fabregas que Golovin, parce que du coup c'est sur ce genre de match où il peut jouer, Fabregas. Il a aussi joué du coup en championnat, donc à voir, c'est possible qu'il saute. On peut s'attendre aussi qu'il puisse rejouer contre Dijon, qui est une équipe qui a du mal, donc du coup il pourrait avoir sa chance. Donc, c'est vraiment le poste où je me pose le plus de questions, à savoir entre Golovin et Fabregas, qui c'est qui va jouer des deux. Après, je trouve que le style de jeu de Metz a joué vraiment très très bas et a joué en contre-attaque, est plus favorable à Fabregas. Du coup, il a quand même moins de courses. C'est beaucoup un jeu où on est obligé de faire la transition, à faire tourner le ballon de droite à gauche pour trouver des ouvertures. Il a son jeu de passe, il a sa lecture du jeu. Je trouve que c'est un élément important sur ce type de match, beaucoup plus que sur des matchs où on joue contre des adversaires qui ont un gros milieu de terrain, qui nous mettent beaucoup de pressing et qui nécessitent du coup à Fabregas de beaucoup courir sur le terrain. Oui, je suis d'accord que c'est vrai que Volland doit souffler, oui, comme on me le dit sur le chat. Mais pour l'instant, pour moi, il ne montre pas des signes de fatigue. Et je trouve du coup que Kovac le surutilise en ce moment et je ne vois pas le faire forcément tourner à ce moment-là.
Voilà. Petite stat ici d'ailleurs que je n'ai pas dit, que j'ai vu ce matin, je sais plus dans l'équipe ou Nice matin, qui est très intéressante, à savoir que Kovac a une seule défaite en 21 matchs de coupe qu'il a joué. Parce que du coup, il a 2 victoires en coupe d'Allemagne avec le Bayern. Il avait perdu en finale avant ça. Donc forcément, vraiment un entraîneur qui est très très bon dans la gestion d'un groupe pour les coupes. Et du coup, qui sait très très bien gérer les rotations. Donc voilà. Une stat assez intéressante, je trouve. Concernant les deux petites questions, est-ce que Monaco gagne les demi-temps? Je pars plutôt sur le non. On a bien vu que Metz est capable de nous embêter. Ça a été le cas sur la première mi-temps. Je pense que soit on arrivera facilement à ouvrir le score et que ce sera avec la rotation plus compliqué d'aller gagner la deuxième forcément, ou pareil que la première mi-temps sera assez dure à prendre en main et du coup c'est plus sur la deuxième qu'on va gagner. Voilà, donc je suis parti sur un 2-0, je suis quand même mis un nouveau clean sheet, même si à un moment donné on va prendre des buts, hein, on va pas enchaîner des clean sheets comme ça éternellement. Donc forcément je préfère mettre un petit point de côté en disant que Metz va gratter quelque chose, un match nul ou une victoire sur une des demi-temps. Est-ce que Gelson Martin va être décisif? Non, parce que moi j'ai mis qu'il ne serait pas titulaire, forcément ça lui laisse beaucoup moins de chance, sachant que c'est pas non plus un joueur qui est ultra décisif cette saison. Homme du match, même si du coup j'aime pas trop jouer 2 fois rejouer le joueur qui vient d'être élu homme du match, mais je trouve que Ben Yedder revient bien, il devrait être titulaire, en tout cas c'est sûr que je m'attends à être sûr qu'il soit titulaire. J'aurais plus de matchs à dire entre Jovetic, Golovin, Voland qui sera forcément aussi titulaire. Du coup voilà, je mets notre capitaine, l'attaquant, celui qui a le plus de chances d'avoir les meilleures notes aussi, titulaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont présents sur cette vidéo, sur le chat. Je remercie du coup tous ceux qui me follow aussi et qui like mes vidéos sur YouTube, ça fait plaisir. Je vais m'arrêter là pour la vidéo sur YouTube, histoire d'avoir des formats un peu plus courts, 20 minutes a priori, ça a l'air de plus plaire. Et pour me concentrer sur la partie échange, chat, sur Twitch, uniquement. En tout cas, pour ceux qui me regardent sur YouTube, si vous voulez voir les échanges que je peux avoir et les réponses que j'ai pu apporter, sachez que pendant 14 jours, la vidéo est toujours disponible sur Twitch. Donc vous pouvez faire un replay et revoir les questions et les échanges que je peux avoir avec le chat qui s'affiche actuellement. Voilà. En tout cas, merci à tous et à très très vite.